Les débats, du coup ça doit être la millième des débats aussi, Gilles. Oui, mais il n'y a pas un grand chef d'orchestre comme vous pour organiser tout ça. Vous avez même apporté du champagne. Je ne suis pas très anniversaire, je sais. C'est bien parfois de célébrer les choses. Absolument, non, merci encore, j'étais très touchée. Les débats avec aujourd'hui Sophie de Menton, pour la millième. Sophie de Menton, chef d'entreprise, elle est là depuis le début, Sophie. Chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique, auteur de La France sans dessus-dessous aux éditions Erol. Bonjour Sophie. Anne-Laure Blin, députée LR du Maine-et-Loire. Bonjour à vous. Lamia El Harraj, porte-parole du PS. Et Jean-Claude Beaujour, avocat et vice-président de France Amérique. Et le zapping politique, le zapping de la présidentielle avec Gilles. Sud Radio, le zapping de la présidentielle. Tiens, une raison pour pas voter Anne Hidalgo. Mais votez pour moi au passage, c'est pas plus mal parce que je suis quand même une vraie écolo, je suis une vraie femme d'action. Regardez ce que j'ai fait à Paris, imaginez ce que pourrait être le pays. Voilà. Tiens, une raison pour pas voter Valérie Pécresse. Édouard Balladur s'est rendu à son QG pour lui exprimer son soutien. Pour convaincre les Français que son projet pour notre pays était le meilleur. Et dans ces conditions, je tenais à venir lui manifester mon soutien. Et si vous le voulez bien, mesdames et messieurs, je m'en tiendrai là. C'est un soutien important. Tiens, une raison pour pas voter Éric Zemmour. Une dernière question, Éric Zemmour. Si vous aviez le choix, dans vos rêves les plus fous, quelle personnalité publique aimeriez-vous voir entrer dans votre gouvernement ? Vous savez, moi j'aimerais bien faire de mon amie Christine Kelly une ministre de la famille. J'ai été d'abord toujours touché par sa gentillesse, son intelligence. C'est une femme vraiment qui est un exemple de méritocratie et qui avait fait des propositions très intéressantes et très judicieuses dans le cadre de son organisation pour les familles monoparentales et pour aider les familles monoparentales. Tiens, une raison pour pas voter Christiane Taubira. Ma France, qu'elle monte des mines, descende des collines, celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. La France. Valérie, je compte sur le débatteur pour me convaincre d'aller voter. Ah oui, vous avez fait un lapsus, vous avez dit pour me convaincre d'aller voter Anne Hidalgo. J'ai dit pour pas voter Anne Hidalgo. Bon d'accord, donc c'était pour pas voter, c'est toutes les petites phrases un peu gênantes, c'est ça, oui, tous les trucs qui sont pas dignes forcément d'hommes politiques. Je veux dire, Christiane Taubira qui se met à chanter, Éric Zemmour qui veut mettre Christine Kelly comme une... C'est une présidentielle quand même. C'est une présidentielle. Anne Hidalgo qui a dit qu'elle allait faire la France comme Paris alors qu'elle sait très bien que c'est un point faible. Et puis pour finir, Valérie Pécresse qui n'arrive pas à avoir... Il n'y a que Montebourg, il n'y a que Mélenchon, donc finalement. J'avais pas trop le temps parce que logiquement j'ai 4 mais j'ai 3 secondes. Non mais c'est la même chose quand on n'arrive pas à avoir Sarkozy, qu'on va aller voir Balladur. Non mais franchement... La photo n'était pas très réussie. Mais non, en plus, et puis... Vous avez trouvé ça bien ? Alors il y a quand même quelque chose, je suis tout à fait d'accord avec vous. La représentante. Après, je suis le petit coup ironique. Non, mais ironique. Ça, c'est bien. Simplement, il y a vraiment quelque chose de fondamental, c'est que les candidats aujourd'hui, on peut découper n'importe quoi. Et vraiment, il y a eu des phrases et Dieu sait si Zemmour, on s'est scandalisé ici sur ce qu'il avait dit, etc. Quand vous voyez le contexte, comme on dit, ça n'a rien à voir. Donc il est vrai aujourd'hui, un candidat peut plus réfléchir, il peut plus rien faire. Il passe sa vie à aller de radio en télé, à regarder les zappings, etc. Et c'est un vrai problème. Sophie, je ne pense pas que ce soit une question de candidat. Je pense simplement qu'aujourd'hui, on a oublié. Je pense qu'il y a l'apprentissage de l'imperfection dans le flot de ce que l'on dit. Chacun d'entre nous, qu'on soit candidat ou pas candidat, dans notre vie courante, dans notre vie professionnelle, la langue peut fourcher, on peut ne pas avoir la bonne phrase parce que nous ne sommes pas parfaits. Eh bien, moi, je vais vous dire, je revendique le fait de pas être parfait. Oui, je suis juste un être humain. Et donc ça, nous l'avons oublié. C'est vrai pour un candidat présidentiel. Après, ce qui est le plus important, c'est de savoir finalement entre les uns et les autres
qu'on puisse à un moment donné avoir une idée précise de ce qu'ils proposent de leur débat et des réponses qui sont apportées aux Français sur des sujets qui sont vraiment prégnants et sur lesquels on nous attend. La rentrée, je parle de la rentrée de septembre, sera extrêmement difficile quel que soit le candidat élu. Allez, on va marquer une pause. Merci Gilles pour ce zapping et on se retrouve dans un instant pour parler de Valérie Pécresse, de Jean-Luc Mélenchon qui grimpe dans les sondages, dans notre sondage quotidien. Il a pris 0,5 points, il est à 10%. Et puis la campagne présidentielle est-elle au niveau? Est-ce que le niveau des politiques a baissé? Ça suit un petit peu ce que vous venez d'évoquer, Gilles, dans votre zapping. À tout de suite sur Sud. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi pour commenter l'actualité. On est ensemble et on va débattre avec Jean-Claude Beaujour, avocat, vice-président de France-Amérique, Lamia El Harraj, porte-parole du Parti Socialiste, Anne-Laure Blin, députée LR du Maine-et-Loire, et Sophie de Menton, chef d'entreprise, présidente du mouvement éthique et auteur toute seule non, comme parce une que grande. Luc Ferry a fait une petite préface. Voilà, c'est ça. mais enfin, c'est vous qui avez écrit ce livre, La France sans dessus-dessous, dans lequel vous pointez tous les dysfonctionnements de l'administration française. Le tome 3, voilà. Et c'est aux éditions Erol. La campagne présidentielle est-elle au niveau? Est-ce que le niveau des politiques a baissé? C'est une petite musique qui se fait entendre. On va revenir sur Valérie Pécresse qui aurait peut-être mieux fait de se taire, mais c'est bien, on a 3 femmes aujourd'hui. Elle se dit victime de machisme à propos des critiques sur son meeting. Et puis Jean-Luc Mélenchon, le vote utile à gauche, il grimpe, il monte petit à petit dans les sondages. C'est en tout cas lui qui est en tête dans le vote à gauche. On parlera de tous ces sujets avec vous. Coup de cœur, coup de gueule. Commençons peut-être avec vous, Jean-Claude Beaujour. Oui, bien sûr. Un coup de cœur pour cette politique qui vise à enrayer les agressions sexuelles et sexistes dans les bars et dans les boîtes de nuit. Je pense que c'est une bonne chose. Pour une fois, vous voyez, l'État, l'ARS, la mairie de Paris sont associés à cette démarche. Et il n'y a pas qu'à Paris, il n'y a pas qu'en Île-de-France, mais dans le reste du pays. Vous savez on parle beaucoup d'insécurité, on parle beaucoup en tout cas de sécurité et d'agression au quotidien. Je pense que, y compris dans des lieux de plaisir, dans des lieux de joie, il faut que un peu partout nos concitoyens se retrouvent en toute sécurité. Donc je pense que c'est une bonne chose et je pense qu'il faut aller encore plus loin pour pouvoir sanctionner tous ceux qui utilisent abusivement le GBH, qui est une drogue qui est mise dans GHB, et c'est quelque chose d'épouvantable. Nos enfants, nos frères, nos sœurs doivent pouvoir sortir le plus tranquillement du monde sans prendre le risque, sans se mettre à risque en toute méconnaissance. Mais c'est partout, n'importe quel. On dit aux enfants avant de sortir, j'en supplie, gardez votre verre à la main. Enfin, c'est dingue. Absolument. Donc c'est vrai coup de chapeau et parce que là encore, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ouais, c'est une campagne qui est lancée par le gouvernement à propos de cette drogue du violeur, et c'est Marlène Schiappa qui a lancé cette campagne et pris cette initiative. Lamia El Harraj, vous, c'est un coup de gueule? Moi, c'était un coup de gueule, effectivement, suite à la publication du rapport de l'Abbé Pierre, de la fondation Abbé Pierre. Il y a un rapport qui est sorti sur la question du mal logement, qui est globalement un sujet qui concerne tout le monde et qui est assez peu abordé dans le cadre de cette présidentielle. Les vrais sujets sont assez peu abordés dans le cadre de cette présidentielle. Aujourd'hui, il y a des dispositifs qui existent, notamment une loi qui permet l'encadrement des loyers, mais qui est malheureusement pas suffisamment utilisée. Vous avez aujourd'hui plus d'un tiers des propriétaires ou des personnes qui mettent en location des biens qui ne respectent pas l'encadrement des loyers. C'est une charge qui est conséquente pour les familles, puisque c'est plus de 40% des revenus d'un foyer qui sont consacrés à cette charge-là de coûts de logement, avec des logements souvent qui sont pas tout à fait aux normes, notamment sur le plan de la rénovation thermique énergétique des bâtiments, et donc ça pèse de façon très conséquente sur le budget des ménages, et je crois que ça doit être un sujet de préoccupation majeur. Mais je peux pas laisser dire que l'encadrement des loyers est une solution. Parce que l'encadrement n'en est pas, justement. C'est le contraire. Mais on l'avait dit d'ailleurs à l'époque du vote de la loi. Effectivement, l'encadrement des loyers n'est pas du tout la bonne solution. Vous dites que ça pèse sur le ménage des familles, mais ça pèse aussi sur le budget des propriétaires. Et aujourd'hui, les propriétaires sont pris en étau avec de plus en plus de normes à respecter. Je discutais encore avec des agents immobiliers qui justement mettaient en vente un certain nombre de biens avec des propriétaires qui ont investi dans leur logement et avec des changements de normes et de références, notamment par le ministre
ministre de l'écologie. Aujourd'hui, ils sont tombés dans des référentiels bien plus bas et donc en fait se retrouvent face à des normes écologiques, environnementales bien plus faibles qu'avant, alors même qu'ils ont investi dans des changements de fenêtres, dans des rénovations de greniers, dans de l'isolation. C'est dramatique ce qui se passe, mais l'encadrement, clairement, c'est pas du tout une solution pérenne. Si vous me permettez, je veux juste répondre sur ce point-là. Je crois qu'il faut faire attention à ne pas systématiquement opposer les gens les uns aux autres. L'idée, c'est pas de dire la seule façon d'y répondre, c'est l'encadrement des loyers. Ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y avait une mesure qui allait dans le bon sens, qui était celle de l'encadrement des loyers, mais qui par ailleurs aujourd'hui n'est pas appliquée. Je vais vous donner un exemple très concret. La loi prévoit aujourd'hui une amende de 5 000 € à destination des propriétaires qui ne respecteraient pas l'encadrement des loyers. Et dans 65% des cas, les propriétaires le respectent. Ces amendes-là ont été prononcées par la préfecture de région en Ile-de-France uniquement 5 fois et à hauteur de 1 500 € alors que la loi prévoit d'aller jusqu'à 5 000 €. Donc l'idée, c'est pas de dire seul l'encadrement des loyers permet de. L'idée, c'est de punir les propriétaires. C'est pas du tout. C'est pas ça du tout. Il faut faire de la pédagogie. Vous êtes dans la caricature. Vous êtes dans la stigmatisation des propriétaires. Moi, je vais avoir un propos qui est un petit peu brutal. Ce sont des mesurettes, tout cela. En réalité, le vrai problème du logement, c'est grande demande de logement dans certaines régions, une offre importante dans d'autres régions, se pose le vrai problème de l'aménagement du territoire, comment faire en sorte de baisser le rapport offre et demande, parce que de toutes les façons, vous pouvez mettre toutes les mesures, en tant qu'avocat je le vois, vous pouvez mettre toutes les mesures dans un sens ou dans un autre, on n'y arrivera pas. Pourquoi est-ce que dans les gouvernements précédents, et je reconnais, à droite comme à gauche, on a toujours annoncé des centaines de milliers de constructions de logements? Monsieur Hollande en avait annoncé. Pourquoi est-ce qu'il n'en a pas construit? Aussi, c'est vrai que sous Sarkozy, on a annoncé. Pourquoi Parce qu'il y a des normes qui sont épouvantables. Et ça ne sont pas les propriétaires. Parce qu'on est dans une spirale de l'avant. Parce qu'on refuse la question de l'aménagement du territoire. Parce que l'aménagement du territoire, c'est aussi les jeunes qui débutent dans la vie. Ils vont s'installer, là où il y a du boulot. Deuxièmement, ils demandent des aménagements culturels, etc., etc. Donc ce ne sont pas des plans à 2 ans. C'est vraiment, sur ce sujet, c'est un plan à 15 ans. Et puis le propriétaire est mal vu. Le propriétaire est mal vu. Mais pourquoi vous considérez que le logement, c'est uniquement des locataires? Je parle aussi de la question des propriétaires. Je vais vous donner un exemple très concret. Moi, j'ai dans ma circonscription, ça concerne les propriétaires. Attendez, j'ai parlé de l'encadrement des loyers, mais je parlais du logement dans sa globalité. Vous faites le choix de vous focaliser sur l'encadrement des loyers parce que c'est facile d'être dans une posture idéologique. Mais non, j'ai pas le sujet là-dessus. Mais c'est le mal logement. C'est l'accès à la propriété. L'accès à la propriété et l'accès, de toute façon, à un logement, qu'on soit propriétaire ou locataire. Je vais vous donner un exemple très concret. Dans ma circonscription, j'ai actuellement un immeuble qui est en cours de vente à la découpe avec un prix au mètre carré qui est de 12 000 €. Alors qu'on est dans un quartier, dans l'ancien, alors qu'on est dans un quartier où le coût moyen est aux alentours plutôt de 6 à 7 000 €. Donc là, clairement, on a un sujet qui est celui de la spéculation immobilière. Vous avez des quartiers à Paris à 6 000 € le mètre carré? Oui, dans le 20e, oui. Ou dans le 20e. 6 000 € le mètre carré? Entre 6 et 7 000 € dans le 20e à 6 000 € le mètre carré. Non, j'ai dit en moyenne. Non, mais en moyenne, je parle d'un quartier précis, en l'occurrence, qui est le quartier Saint-Fargeau. Mais pour le coup, là, le sujet. Mais même, on peut dire 8 000 € si vous voulez. Toujours est-il que. Attendez, ce que je veux dire par là, c'est que la différence entre 8 000 € en moyenne et 12 000 € qui est le prix de vente actuel, il y a quand même un sujet qui doit nous interroger. Madame la députée, la réalité. Elle n'est pas députée, hein. Je ne le suis plus. Bon. Elle l'a été. Vous l'avez été. Madame la porte-parole. L'un dans l'autre, parce que on peut, c'est ce que je disais, c'est pas contre vous, contre l'idée, ce sont de petites mesures. En réalité, si on veut faire baisser la pression, lorsque l'on concentre, et c'est pour ça que je parlais d'aménagement du territoire, si vous concentrez toutes les entreprises à un endroit, eh bien les gens vont avoir tendance à venir habiter à cet endroit, et que vous le vouliez ou non, vous êtes dans une spirale. Ça n'est pas un sujet facile. C'est un sujet où il faut effectivement, il y a les acteurs publics, mais il faut aussi voir le monde de l'entreprise, et Sophie de Menton est à nos côtés. Il faut aussi voir comment on répartit l'installation des entreprises sur l'ensemble de notre territoire, parce que c'est cela qui va véritablement faire baisser le prix des loyers et donc augmenter le pouvoir d'achat. Mais ça, on ne pourra pas le faire par le coût de la loi, on ne pourra le faire que par une coopération beaucoup plus intense. Et il y a en région, pour aller plus loin, des entreprises qui s'installent, il n'y a pas de connexion Internet. C'est exactement ce que j'allais dire. En matière d'aménagement du territoire, j'étais pas plus tard qu'hier dans une commune où on ne capte absolument pas dans le village. C'est dramatique. Les entreprises ne peuvent pas passer leurs commandes.
de télécharger des documents. Et j'avais un stagiaire. Pour la petite anecdote, j'avais un stagiaire avec moi que j'ai emmené parcourir la circonscription. Et puis je lui dis, bah là, on va aller dans tel village, notamment à Breil, dans le Noyentais, dans le Maine-et-Loire. Et je lui dis, il n'y aura pas de connexion Internet. Il me dit, ah bon, mais ça existe encore? Oui, ça existe encore. Et chez nous, on est encore victime des zones blanches. Incroyable. Donc quand on parle d'aménagement du territoire, c'est ça aussi. On y est. Oui, complètement. Ouais. Allez, votre coup de gueule, c'est Anne-Laure Blin. C'est un peu dans la continuité de nos travaux. Ça va faire très certainement plaisir à Sophie. C'est l'inflation normative, la pression normative sur les entreprises. Présidente d'une mission d'information sur les métiers d'art, j'ai effectué plusieurs déplacements. Encore hier, d'ailleurs, j'ai rencontré des agriculteurs. Je suis allée notamment dans une belle manufacture française, la manufacture de Limoges. Bernardo, notamment. Oui. Et que m'ont dit les chefs d'entreprise? Que l'administration, notamment la répression des fraudes, va beaucoup plus loin que ce que demande l'Europe en matière de quantité de produits pour notamment toutes les décorations de nos services de table. Donc j'ai interrogé moi le ministre là-dessus parce que clairement, c'est pas à l'administration d'édicter de nouvelles normes alors que la loi ne met pas de restrictions sur les quantités de produits. L'Union européenne. Mais c'est-à-dire qu'est-ce qu'on leur demande à Bernardo? On leur demande de baisser la production. Pas leur production, mais les produits qu'ils mettent, notamment pour le colorer les services d'art de table, alors qu'ils n'y sont pas tenus par la loi ni par aucune réglementation européenne. On va plus loin que l'Europe à chaque fois. Et au-delà de dire qu'on va beaucoup plus loin, on est face à une administration qui érige de nouvelles règles. Oui. Et à chaque fois, on est dans cette situation. Et qui pourra changer ça? C'est pour quelle raison il leur demande ça? Il leur demande parce qu'il faut équilibrer le service de protection du consommateur, par rapport à la protection de la santé, on érige de nouvelles normes. Nous avons en France un virus qui persiste toujours, c'est celui de la règle. Ouais. Et chaque fois qu'il y a un problème dans ce pays, on vous dit il faut créer une loi. Il n'y a même pas de problème. Il n'y a même pas de problème. Mais le vrai problème. Oui, mais il y a eu un sujet qui a fait que Bercy ou l'administration concernée a édicté une nouvelle règle. Il y a bien eu un sujet qui a donné lieu à une règle supplémentaire parce qu'on n'a rien trouvé de mieux qu'à mettre une règle. Et c'est tout notre problème. Moi, je vais vous dire, en tant que député, en même temps. C'est ça. Moi, je vais vous dire, en tant que député, en tant que responsable politique, c'est aux politiques d'imposer le respect par l'administration de ce qui est mis en place. Le problème, c'est que l'administration prend bien trop de liberté et impose elle-même, et le politique ne dit absolument rien. Quand j'interroge le ministre du Tourisme, qu'est-ce qu'il vous répond? Il me répond, oui, on va essayer de réfléchir à une conciliation entre la protection de l'entreprise et la protection du consommateur. Mais c'est totalement aberrant. Aujourd'hui, la règle n'existe pas, donc on doit tout de suite démentir le fait que l'administration fasse respecter ce qui existe et pas ce qui n'existe pas. Mais sur quelle base l'entreprise doit-elle obéir à cela puisque la règle, par l'imposition, la loi n'existe pas? La directive de la directrice. S'il y a un décret ou un arrêté qui a été pris en absence de tout fondement légal, il aurait pu y avoir un recours en excès de pouvoir et je pense que cette disposition aurait été arrêtée. Le problème, c'est que face à ça, le ministre ne dit rien. Conseil d'État. Absolument pas. Ça me dit rien. Pourtant, c'est une entreprise que je connais pas mal, Bernardo. Mais est-ce que c'est pas lié plutôt à des composantes? C'est un exemple. C'est pas des composantes liées à des matières particulières dans les peintures? Certainement. Si, c'est ça. Mais sauf qu'aujourd'hui, ces composants ne sont pas considérés comme nocifs, ou en tout cas, la quantité n'est pas imposée. Je pense que là où vous pointez quelque chose du doigt, à mon sens, c'est qu'effectivement, on est dans un système extrêmement complexe où les gens, globalement, n'y comprennent pas grand-chose. Et je crois que le summum a été atteint au moment de la crise sanitaire, où on a eu des superpositions de protocoles, de règles, où personne n'y comprend rien, avec des formulaires où on infantilise complètement les gens, et je crois que tout ça est extrêmement compliqué. Et le deuxième sujet où je vous rejoins pour le coup, c'est la question de qu'est-ce qui est politique et qu'est-ce qui relève de l'administration. Il faut quand même rappeler que l'administration est censée venir décliner une vision d'une politique publique. C'est aux politiques par les occasions. Et là, on a une vraie problématique qui est celle de... On a une administration qui est extrêmement forte, extrêmement puissante, et qui vit en dehors, parfois, du temps politique qui est celui des règles qui ont été choisies, d'une orientation politique. Et c'est peut-être là aussi où on a une problématique, c'est comment redonner confiance pour les électeurs vis-à-vis de leurs représentants. Quand on a des représentants qui prennent des engagements, qui ont été élus à un moment, quoi qu'on en pense, et c'est ça la démocratie, pour appliquer une vision de la politique publique, et que derrière cette vision n'est pas suivie, je comprends tout à fait que les gens... C'est d'ailleurs ce que dit très bien Valérie Pécresse, c'est ce qu'elle veut faire. Elle le dit, elle veut supprimer des postes de fonctionnaires.
fonctionnaires. Elle dit pas que c'est pas tous en même temps. On se retrouve dans un tout petit instant avec votre coup de gueule, Sophie. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi et vos coups de cœur, vos coups de gueule. On parlera des justifications de Valérie Pécresse qui se dit victime de machisme, de Mélenchon qui est celui qui est le plus haut dans les sondages à gauche. Sophie, coup de cœur et coup de gueule. Oui, c'est les deux. Parce que c'est assez rare de faire finalement un coup de cœur pour l'Académie française, qui est quand même une vieille dame qu'on aime beaucoup, mais voilà. Et ils réagissent enfin contre le franglais. C'est assez amusant d'ailleurs parce que j'ai écrit un article qui paraît aujourd'hui dans Causeur ou demain, je ne sais pas très bien encore, qui s'appelle « Parlez-vous franglais ?» Et ça devient un sujet complètement fou. Il y a une double page dans Figaro ce matin et l'Académie française réagit. Il y a des noms, y compris les régions françaises, qui utilisent du franglais en permanence, ce qui est un scandale. Je suis en train de penser d'ailleurs, même au président de la République, la Startup Nation, Choose France, je rêve. SNCF Connect, parlons quand même de la SNCF qui refait son site tous les 6 mois. Non mais des trucs absolument extraordinaires. Un site incompréhensible, on l'a dit, on le redit, la SNCF c'est un site, on se demande là aussi comment c'est possible. Good de France, alors Reddit ou Wigo ? C'était pour le train Ouigo. Sarthe Me Up, pour la région de la Sarthe. On a Maubeuge Creative City. Mais c'est à pleurer de rire. Alors quand t'es en type, c'est beau. Venez rider derrière des Corel Craft. À pleurer tout court, oui. Oui, mais ça finit par être drôle. Enfin, il vaut mieux le prendre. Et donc l'Académie française a constitué une commission afin d'étudier la communication institutionnelle en cours depuis 15 ans. Et c'est vrai que 2 Français sur 3 jugent utile qu'une loi garantisse l'emploi du français dans la société. Il y a eu la loi Toubon. All Good, qu'on appelait la loi All Good. Et chaque année, le jour de la francophonie, tout le monde fait oui, c'est important, etc. Et tout le monde s'en fout. Et la presse en premier, ma chère Valérie, car en particulier, j'ai un journal que je cite toujours, et je cite toujours les scoops, tout ce qu'on peut faire, les comment on appelle ça, punchline, etc. Et des journaux écrits, et ça me scandalise, qui utilisent l'écriture inclusive, qui est encore un autre problème. Une autre dénaturation d'un autre chose. Incroyable. Je pense qu'il faut que chacun d'entre nous lutte. Oui, mais ça a 2 conséquences. La première, pour moi, plus politique et sociologique, ça donne le sentiment qu'il y a des Français de la haute. Vous savez, il y a une forme d'intelligentsia qui utilise un vocabulaire, et je lutte beaucoup contre cela dans nos réunions. Je demande aux gens de soit parler en français, soit de parler en anglais. Moi, je ne suis pas pour un brainstorming, l'entreprise a un rôle à jouer. Je suis contre. Ça, c'est la première chose, et qui donne le sentiment, je vous dis, c'est vraiment une perception, c'est qu'il y a des Français de la haute, et puis la grosse majorité, les autres, les teubets, les ploucs, tout ce qu'on voudra entendre. Et puis le deuxième élément, c'est que nous devons être désormais fiers de la francophonie. Je regrette que politiquement, nous n'ayons pas su faire de la francophonie un vrai levier de bataille, et pourtant, vous savez à quel point j'ai des connexions avec les États-Unis et le monde anglophone. Moi Pour aussi, autant, je reste vraiment un grand défenseur de la francophonie. Nous ne sommes pas fiers, nous ne sommes pas assez actifs. Je dis bien politiquement et économiquement, la francophonie devrait être fer de lance pour nous. Juste dire à notre auditeur Olivier qu'on ne fustige pas l'Académie française, au contraire. Non. Je la félicite vivement parce que je trouve qu'elle est trop timide. L'écriture inclusive, elle a pas assez réagi. Et là, vraiment, elle s'y met. Non, l'Académie française, ils sont formidables, mais vous leur donnez plus de pouvoir. Parce que moi, j'ai déposé une proposition. Les dictionnaires, il a passé des trucs sur le rôle de l'Académie française. Il faut lui donner beaucoup plus de pouvoir pour justement qu'elle impose la règle de la norme de l'écriture et de la langue française. Aujourd'hui, on voit bien on pourrait imaginer qu'ils disaient le dernier mot. De règlements, etc., mais qui ne sont pas du tout respectés. On voit fleurir l'écriture inclusive. Et donc, moi, j'ai fait une proposition de loi pour lui donner vraiment le poids nécessaire pour qu'elle ait justement la ligne de la langue française. Et ça, c'est fondamental, parce qu'aujourd'hui, personne n'est dit que c'est... Alors, cela dit... Attendez, une seconde, ce qui est incroyable, en revanche, c'est que dans les entreprises, il faut que nous luttions, car nous sommes à la base de ça, c'est vrai. Les meetings, les brainstorming, le coaching, on n'arrête pas. Et l'autre jour, il y avait un after eight à Éthique, et j'ai dit, je suis désolée, on va appeler ça un après-boulot. Il y a eu, tout le monde est absolument décomposé, mais l'entreprise a commencé. Mais nous avons des amendes.
Nos documents, parce qu'il ne faut pas croire, nos documents, on ne doit pas avoir de mots anglais, ils doivent être traduits. Donc, comme par hasard, quand il s'agit de pénaliser ou d'avoir des amendes, là, l'entreprise est bien visée. Et c'est vrai qu'il y a des lois qui ne sont pas respectées, enfin, il y a des amendes qui ne sont pas forcément respectées, mais quand même, vous verrez que dans la publicité, il y a une loi qui fait que vous devez traduire le mot. Quand on a une affiche de pub, vous devez traduire le mot en français. Donc, il y a des petits efforts qui ont été faits, mais toujours dans la sanction. Et en revanche, je trouve que l'Académie française, il faut effectivement la valoriser complètement. On a des gens extraordinaires, mais c'est quand même un peu une vieille dame. Oui, c'est ça, ils ne sont pas dans la réaction immédiate. L'écriture inclusive, c'est la norme à la mairie de Paris, Lamia El-Harraj? Absolument pas. Ah non? Quand même un petit peu, hein. C'est une grande. Non, désolée, mais à ma place, vous êtes élue parisienne. Non, mais on le voit justement de province, on voit ce qui se passe à Paris. Donc vous répondez à ma place, c'est bien ça. Merci. Quand même un petit peu. Oui, non mais allez-y. La norme à la mairie de Paris ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout. Après, l'écriture inclusive, aujourd'hui, peut être utilisée par certains ou certaines. Moi, personnellement, c'est pas du tout quelque chose que j'utilise. On le fait tous. Au-delà de la question... Non, l'écriture inclusive, on parle d'inclusive. Excusez-moi. Écoutez, Sophie. Au-delà de ça, l'écriture inclusive, elle pose aussi un problème pour les personnes sourdes et malentendantes, pour les personnes malvoyantes. En termes de lecture, c'est absolument illisible. Donc ça pose des vrais sujets et je crois que ça doit nous alerter collectivement. Après, sur la question des anglicismes, vous avez tout à fait raison. Moi, je vous rejoins complètement sur le fait que la francophonie a été à un moment un fer de lance diplomatique extrêmement important et fédère partout dans le monde beaucoup de pays, beaucoup de gens qui sont amoureux de la langue française, qui utilisent, pratiquent la langue française. Et les Anglais utilisent beaucoup de français qu'on n'a pas su suffisamment utiliser. Après, je crois qu'aujourd'hui, effectivement, dans l'usage, on voit bien qu'il y a des anglicismes qui arrivent. Si c'est dans un langage parlé et que ça reste circonscrit, je pense que là aussi, il faut savoir raison garder, avoir une position équilibrée. C'est là où je vous rejoins. L'Académie française a vocation à édicter un certain nombre de recommandations, de règles. Pour autant, je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on soit complètement réactionnaire. Il y a une langue qui évolue et qui ne faut pas être réactionnaire, ça doit parler français. Là où on passera un cap et qu'on sera plus obligé d'ériger des sanctions, de mettre des sanctions, parce que je pense que ça n'est pas la solution. Oui, merci. C'est simplement qu'on soit fier de la francophonie. Et je vais aller beaucoup plus loin quand je parle de la francophonie. Ça n'est pas qu'une question de langue, c'est une sphère économique, c'est une sphère politique. Nous avons un certain nombre de pays qui nous rejoignent. Je crois que plusieurs pays du Golfe ont souhaité rejoindre la francophonie. Nous devons en faire ce qu'ont fait les anglo-saxons avec le Commonwealth. Nous devons, on est trop timide là-dessus. Alors je suis pas en train de dire que ça va se faire en 24 heures et que la France devrait être en pointe de tout, mais je pense que nous avons des instruments et nous n'avons pas de vision politique assez forte pour pouvoir aller jusqu'au bout. Donc voilà, on est en campagne présidentielle, ça peut être un moyen de renforcer. Et que le président de la République donne l'exemple. Et la droite comme gauche, on a réduit les budgets. C'est là où on voit que un tout petit mot amusant quand même, le mot challenge. Tout le monde prononce challenge. Eh bien, c'est un mot français, le challenge. C'est un mot du XVIIIe siècle. Et donc, c'est étonnant. Et pour finir sur une note positive, il est très à la mode en Angleterre d'utiliser plein de mots français. Mais bien sûr, en anglais, vous avez des tas de mots. C'est toujours le côté raffiné. Vous avez des tas de mots français dans la langue américaine. Et par exemple, en droit, on parle de tort, le tort law. Le tort, T-O-R-T, c'est le tort, le fait d'avoir tort, qui est un mot français. Sophie, je vous rejoins parce que nous, on a un sport qui est la boule de fort. Et on organise des challenges. Comme quoi, à la campagne, on garde nos traditions. Allez, on se retrouve dans un petit instant avec vous sur Sud Radio. On va parler de Valérie Pécresse et de cette campagne présidentielle. À tout de suite. Sud Radio. Les débats avec vous, avec Jean-Claude Beaujour, Lamia El-Harraj, Anne-Laure Blin, et Sophie de Menton. Alors, parlons peut-être de Valérie Pécresse rapidement, mais c'est vrai qu'on n'en parlerait pas si elle n'avait pas eu cette réaction qui est celle de dire que c'est parce qu'elle est une femme qu'on l'a critiquée comme ça. Je rappelle quand même que Éric Zemmour a été moqué sur son clip de campagne imitation générale de Gaulle, qu'Emmanuel Macron c'est devenu un gimmick parce que c'est mon projet. Donc il y a eu des attaques violentes. La politique est violente. C'est pas à vous que je vais l'apprendre. Peut-être vers vous. Je me tourne, Anne-Laure Blin. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'elle est une femme qu'on l'a critiquée, qu'on a critiqué son discours? Valérie, je pense pas qu'on n'en parlerait pas. Si. Non, parce qu'on n'en reparlerait pas aujourd'hui. Parce que très clairement, depuis la fin du meeting de dimanche,
voilà, au fur et à mesure des émissions, dans les journaux, on entend les uns et les autres critiquer. Critiquer Valérie Pécresse. Donc voilà, on a bien voulu critiquer la forme, on ne parle pas du fond. Aujourd'hui, la vérité, c'est que Valérie Pécresse est la seule candidate crédible, qu'elle a dévoilée et qu'elle a donné une perspective, un cap dimanche, et que voilà, très clairement, aujourd'hui, c'est la femme à abattre. Pour revenir sur le sujet, sur la forme, sincèrement, elle l'a dit. Non. Peut-être qu'elle n'excelle pas dans cet art. Peut-être. D'ailleurs, elle a décidé d'annuler les grands meetings et elle a raison. de se recentrer sur des plus petites salles. Elle n'a rien annulé du tout. Elle vient. Elle devrait. Peut-être, mais en tout cas, jeudi, elle sera chez nous en Vendée. Elle maintient le calendrier qu'elle avait mis en place avant. Donc voilà, jeudi, elle sera en Vendée. Vendredi, elle sera dans les Alpes-Maritimes. Elle continue la campagne. Mais aujourd'hui, et on en parlera très certainement, mais on est dans la politique de la petite phrase. On critique les uns et les autres sur la manière dont ils ont de se comporter, la manière qu'ils ont de s'exprimer. Elle l'a dit. Elle n'est peut-être pas la meilleure des candidates dans l'art oratoire, mais qu'est-ce qui compte en vérité? C'est qu'elle touche les Français par ce qu'elle veut faire pour le pays. Et les Français, ils le voient sur le terrain. Ils voient que quand elle se déplace dans nos territoires, elle les touche. Quand elle a été dans différentes émissions, elle a répondu aux Français. Non, mais sauf que c'est la vérité. Les précédentes émissions qu'elle a faites, à laquelle je voudrais répondre. Vous avez posé une vraie question. Est-ce que c'est parce que c'est une femme, et est-ce que c'est du machisme? Moi, je vais dire une chose qu'on a constatée. Les femmes sont très inégales par rapport aux hommes quand une prise de micro dans une grande salle comme ça. Je prends un peu la parole et ça n'a rien à voir, mais je l'ai senti. Il y a une question de coffre, de timbre de voix, d'attitude. Mais je voudrais finir. Donc oui, les femmes ont une difficulté par rapport à ça, et c'est pas faux. On a eu des hommes aussi. Souvenez-vous d'Emmanuel Macron, ses premiers meetings étaient du machisme. Oui, elle est beaucoup moins bonne dans la forme, et en particulier parce que c'est une femme. On a eu le problème de Edith Cresson. Marine Le Pen, qui est pas mauvaise oratrice. Non, mais c'est vrai. Mais Edith Cresson a été virée quasi avec une voix épouvantable. Je me souviens, elle était Premier ministre à l'Assemblée nationale. Elle a été virée pour ça. Donc il y a quelque chose. Mais je finis. Ce n'est pas du tout parce qu'elle est une femme qu'elle est critiquée. Elle a été mauvaise. Elle a été mauvaise. Dire qu'elle a été mauvaise. Donner la parole à Lamia. Mais non, elle n'a pas été mauvaise. Lamia, est-ce que vous pensez que c'est une bonne réaction? Moi, je veux bien réagir. Je ne crois pas que ce soit une bonne réaction. Il y a deux choses. Donc, avant de hurler, je vais aller au bout de mon propos. Ne coupez pas Sophie. Les téléspectateurs se plaignent que vous coupez trop la parole. Moi aussi, on me coupe. Voilà. Chers téléspectateurs, téléauditeurs. Je crois globalement que malgré tout, il y a des critiques qui sont beaucoup plus virulentes à l'encontre des femmes de façon globale en politique qu'à l'encontre d'hommes. On se permet certaines réflexions et certaines critiques, on ne se permettrait pas à l'encontre d'hommes. Sur Valérie Pécresse, moi j'ai regardé sa prestation que je n'ai pas trouvée bonne, vraiment, ni sur le fond, ni sur la forme. Non, parce que je peux très bien ne pas être d'accord avec certains et pour autant reconnaître un certain charisme, une capacité à emmener une salle, des meetings bien organisés. En l'occurrence, c'était pas le cas de Valérie Pécresse. C'était très bien organisé, vous y étiez. Unanimement reconnu. Et je crois qu'une des problématiques de Valérie Pécresse, c'est qu'elle essaie de tenir les quatre bouts de sa famille politique sur des questions de fond, et que quand on essaye de masquer une absence de fond par de la forme, en fait, ça ne fonctionne pas. Parce que ce n'est pas possible de vouloir tenir une ligne aujourd'hui qui n'est plus celle des républicains traditionnels, qui est une ligne qui flirte avec l'extrême droite. Elle n'est pas et en même temps se targuer d'être la gauche parler pour nous, c'est quand même elle peut avoir un avis. Mais elle peut avoir un avis, laissez-la terminer. Oui, mais on parle du machisme. Mais voilà, on parle du fond maintenant. C'est aussi un petit peu le problème politique, c'est qu'on est dans l'invective permanente. C'est pas possible de finir une phrase et d'essayer de développer une idée de fond sans se faire alpaguer. Et en l'occurrence, apparemment, quand on est une femme politique de gauche, on n'a pas le droit de parler de sujets relatifs à d'autres composantes politiques. C'est absolument incroyable. Faites un compliment sur la droite, vous verrez. À ce moment-là, vous posez pas la question de pourquoi est-ce que globalement les gens se posent des questions sur l'intérêt d'aller voter ou sur leurs représentants nationaux. Enfin, je crois qu'il faut quand même être à la hauteur du moment, à la hauteur du débat. Et oui, pardon, quand on est une femme politique de droite ou de gauche, on a le droit d'avoir une opinion sur un certain nombre de sujets. C'est pas parce que ce que je vous dis ne vous plaît pas et que, en l'occurrence, Valérie Pécresse n'a pas été bonne que vous devez me tomber dessus en considérant que j'ai pas le droit d'avoir un avis. Moi, je vous ai répondu que c'était pas étonant, parce que après vous dites que vous faites. Alors, un homme peut répondre. Un homme peut tout à fait répondre. Faites-nous des compliments sur un homme de droite ou une femme de droite, et puis ensuite on en reparlera. Puisque je suis minoritaire à la table, je vais répondre à la
la question de Valérie. Est-ce que les critiques qui ont été formulées à l'égard de Valérie Pécresse sont une forme de machisme? Je pense qu'effectivement, oui, on peut imaginer qu'il puisse y avoir des critiques avec un sous-bassement, une arrière-pensée machiste ou discriminante. Sauf que Valérie Pécresse, justement, qui est candidate à la présidence de la République, et de ce point de vue, j'aurais peut-être un conseil à lui donner, c'est de lui dire, je peux comprendre, parce que souvent, il y a des discriminations qui sont plus subtiles. On vous dit pas parce que vous êtes une femme, mais bon, on se laisse plus facilement aller. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Tout d'abord, ne pas lutter frontalement, parce que je trouve que l'argument n'est pas le bon. En revanche, eh bien, il faut qu'elle se dise, oui, ou il aurait fallu qu'elle se dise dès le départ. Une campagne présidentielle, ce sont aussi des meetings. Quand on fait de la politique, d'ailleurs que ce soit dans le secteur privé ou dans le secteur public, être leader, ça suppose une prise de parole, ça suppose une présence, et ça se travaille, et ça se travaille beaucoup. Donc c'est à elle à être meilleure, comme elle sait être meilleure sur d'autres sujets, à être meilleure. Donc je pense que ça n'est pas la bonne réponse. J'entends sa remarque, mais ça n'est pas, pour ma part, ça n'est pas la bonne réponse, et ça n'est pas la bonne réponse à formuler. On doit s'obliger à être meilleur. Vous savez qu'en matière de discrimination, j'en sais. Non, mais c'est pas une question. C'est une grande bosseuse. Mais Madame la députée, Madame la députée, non, c'est pas la question. Madame la députée, quand évidemment, je sais bien, et tout le monde ici sait bien, quand on est major de l'ENA, on est forcément un gros bosseur. On s'est pas réveillé. Oui, mais peu importe. Peu importe. On s'est pas réveillé quand on est membre du Conseil d'État. On s'est pas réveillé comme cela. En revanche, c'est pas l'exercice. L'exercice, c'est un exercice qui est aussi oratoire. Mais je la connais, je vois ce que vous dites. C'est un exercice, et dans une campagne présidentielle, il y a l'écrit. Je suis un homme d'écrit. Je suis avocat, je suis un homme d'écrit. Mais il y a un exercice qu'on appelle l'exercice oral, et qu'on le veuille ou non, c'est pas que vous le vouliez, qu'on le veuille ou non, un exercice comme celui-là, c'est à la fois la phase écrite, et c'est là où on détaille son programme, on explique. Il y a, que vous le vouliez ou non, il y a l'exercice oral. C'est comme un grand concours, il y a l'écrit, il y a l'oral. Il y a le rassemblement aussi, qui a été organisé en lancement de sa campagne, et personne ne parle. C'est pour ça que moi, ça me fait doucement rire quand j'entends des personnalités de gauche expliquer et donner leur avis. Je rebondis sur ce que vous dites. Mais simplement, moi, ce que je veux dire sur dimanche, qui a souligné l'impressionnante manifestation à laquelle on a assisté? Tout le monde. Personne. Tout le monde. Non, absolument pas. On avait des militants plein d'ardeur qui étaient motivés pour créer les conditions de l'alternance. On a ouvert une deuxième salle en plus du Zénith, tellement il y avait de monde. Les gens sont remontés justement pour faire gagner Valérie Pécresse. C'est ça le plus important. La dynamique de Valérie Pécresse. Et là, vous noyez le poisson. Je vous ai répondu très clairement, moi, et elle l'a dit elle-même. Je suis d'accord sur le nombre. J'ai participé à la campagne de Nicolas Sarkozy. C'est vrai qu'il avait l'art d'emmener le monde, quel que soit ce qu'il disait. Mais c'est ce qu'elle a fait dimanche. Je vous ai répondu, elle l'a dit chez vos confrères. Alors, elle n'excelle pas dans cet art. Ce n'est pas du machisme que de dire qu'elle n'a pas été très bonne. Oui, c'est la question. C'est la question. C'est la question. Et elle ne serait pas revenue en disant je suis une femme, on m'a attaqué. Elle serait passée à une séquence. Mais oui, à une autre séquence. Elle l'a dit elle-même qu'elle n'a peut-être pas excellé dans cet art, mais ce qui est important, c'est de donner une perspective et une dynamique dans la campagne. Et c'est ce qu'elle fait. Et ça touche les territoires, ça touche les militants. Elle est habituée au concours. Il y a l'épreuve écrite et il y a l'épreuve orale aussi. Vous ne pouvez pas dire je suis pas très à l'aise à l'oral. Il faut aussi réussir l'oral. C'est comme ça. Mais comme c'est une bosseuse, elle s'améliore avec le temps. Mais bien sûr, je pense que c'est une femme elle-même. D'expérience intelligente. Mais non, je suis pas sévère là. Je vous donne quitus de ce qu'elle peut être bonne à l'écrit, et puis à l'oral, c'est... Non, elle a des qualités. Ce matin, elle dit l'élection, c'est pas la Starac. Est-ce que c'est du niveau d'un homme politique ou d'une femme politique de dire une chose comme ça? Oui, parce que ça... On peut comprendre qu'elle réagisse comme ça, mais c'est ce que je dis. Je pense que vous avez entendu tout à l'heure, j'ai dit apprentissage de l'imperfection. Eh bien, il faut se dire, on va... Je veux bien dire un mot quand même sur un sujet qui dépasse la question de Valérie Pécresse, prenons un peu de hauteur. C'est globalement, aujourd'hui, on est quand même dans un temps politique qui est extrêmement dur à l'encontre des femmes et des hommes qui s'engagent. Et je crois que ça, il faut quand même unanimement le saluer.
saluer, c'est que se présenter à une élection, qu'elle soit présidentielle, qu'elle soit locale, qu'elle soit nationale, c'est extrêmement dur. Et aujourd'hui, il y a une forme d'intransigeance. Et on l'a vu tout à l'heure, et je crois que c'est vous qui l'avez évoqué, sur le côté la petite phrase qui est sortie de son contexte. On n'a droit à aucune fatigue, aucun coup de mou, parfois moment où on n'est pas forcément, on n'a pas envie de sourire, où on n'est pas au top de sa forme. Il y a cette intransigeance aujourd'hui qui rend les choses extrêmement difficiles. Et où, quelque part, je trouve que les politiques, quand même, ils ont bon dos, quoi. Hein. Ils sont responsables de tous les maux de la société. D'accord, et la presse est très responsable. On essaie de chercher la faille, la moindre faille. C'est pour cette raison que je vous parlais tout à l'heure de l'apprentissage de l'imperfection. C'est pour ça que je vous rejoins. Assumons le fait d'être, nous sommes des êtres humains. Je vous rejoins complètement. Et voilà. Je vous rejoins complètement. Je veux juste finir ma phrase. Pour le coup, moi, je vous rejoins complètement. Je souscris à votre propos. Je crois qu'il faut aussi une forme de bienveillance. Enfin, pardon, quand je dis ça, à chaque fois, je me fais taxer un peu de naïveté. Mais il faut aussi une forme de bienveillance, quoi. Je veux dire, c'est des exercices qui sont extrêmement difficiles. On peut pas être spécialiste de tout. Mais ça, pour autant, on est interrogé sur tout. Donc, je crois que nous sommes dans la haine aujourd'hui dans les campagnes. Dans ça, c'est terrible, malheureusement. Mais de façon globale, dans l'esprit politique ne sait pas tout. Hein, le problème, c'est que tout le monde dit qu'on sait tout. J'ai fait une tribune transpartisane il y a pas longtemps qui a été publiée dans le JDD sur la question de la violence contre les élus. Et là. En publiant cette tribune, je me suis fait insulter parce que j'ai dénoncé le fait que les élus étaient par moments victimes de situations où ils se retrouvent responsables de tout. Et je crois qu'il faut vraiment urgemment qu'on en sorte parce que la démocratie, c'est pas ça. La démocratie, elle est représentative. Et la démocratie, elle est censée aussi permettre aux uns et aux autres de pouvoir s'exprimer sans craindre de se faire insulter, sans craindre de se faire alpaguer, sans craindre de se faire invectiver. Et du coup, le droit à l'erreur, ça existe. En 15 secondes, je vais vous dire. Tout d'abord, ça n'est pas vrai que pour les élus, c'est vrai maintenant pour les élites. Il y a une forme de stigmatisation de tout ce qui peut représenter une forme d'élite ou de responsable public ou privé. La deuxième chose, tout à l'heure, c'est précisément ce que je disais. Acceptons nous-mêmes de dire, d'assumer le fait, non, je ne suis pas parfait. Oui, mais ça, c'est facile à dire en campagne électorale. Je connais les campagnes électorales, j'en ai fait. J'en ai fait des campagnes électorales. Et dans votre circonscription, madame, j'en ai fait. C'est celle de Daniel Hoffmann-Rispa. Mais bien sûr, non, mais comme je dis, dans votre arrondissement. Donc je connais le milieu culturel, je sais à quel point ça peut être difficile. C'est la raison pour laquelle je dis, nous-mêmes, chacun, dans nos sphères, nous devons accepter tout simplement même de refuser de répondre, de refuser d'être mis au poteau. Tout à fait. Moi, je suis désolé. Il y a des fois où je n'ai pas de voix, comme maintenant. Je suis enrhumé, et puis c'est comme cela. C'est tout. C'est pas une question de campagne électorale, Sophie. Vous savez, moi, les gens, quand ils viennent me livrer leurs problèmes, je fais des permanences dans tous les villages de mon territoire, ils viennent me livrer leurs problèmes. Parfois, je ne connais pas la solution de leurs problèmes. Je n'ai pas la solution. La seule chose que je leur dis, c'est que je vais mettre tout ce que je peux et tous les moyens que j'ai à ma disposition pour essayer de le résoudre et les accompagner et les aider. Ils n'attendent pas une réponse immédiate. Non, mais parfois on n'y arrive pas et je leur ai dit, je ne suis pas une magie. Non, on n'attend pas tout. Mais parce qu'on a fait croire que... Mais on ne sait pas tout. Moi, j'ai les mêmes sujets en tant qu'avocat. Il y a des gens qui pensent que vous avez une sorte vous avez une poudre de perlimpinpin qui veulent absolument avoir raison. Pourquoi est-ce que les gens défient la justice beaucoup parce qu'ils estiment, quel que soit ce qu'ils ont fait, chacun veut avoir raison. Chacun veut que vous lui apportez le truc miracle. Eh bien, il faut avoir l'honnêteté de dire aux gens, non, votre dossier n'est pas bon. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais non, ce n'est pas aussi facile que cela. On va marquer une pause, on va parler justement de l'ambiance politique et de nos dirigeants et de ceux qui se présentent. À tout de suite. Alors, c'est un tweet ce matin de Renaud Pilat qui est sur LCI et qui publie ses tweets indiscrets, insomniaques et qui écrivait ce matin, enfin cette nuit, un grand dirigeant politique d'expérience dresse ce constat, la campagne est aussi nulle car le niveau de la classe politique a beaucoup baissé. La France ne paye pas assez ses responsables politiques, ça va faire hurler, donc les fortes têtes sont dans le privé. Qui aujourd'hui est présidentiel? Qui a la carrure d'un président? Alors c'est vrai qu'on le disait aussi de François Hollande, Angela Merkel, pour revenir un petit peu à notre débat tout à l'heure, n'était pas une grande oratrice non plus, mais est-ce qu'on a aujourd'hui des politiques au niveau de ce qu'on a pu avoir par le passé? Peut-être Lamia, vous qui au PS, qui est dans une situation un petit peu compliquée en ce moment. Je ne sais pas si on peut considérer que la question c'est celle du niveau politique parce que globalement je vois quand même des gens qui sont engagés, qui connaissent leur dossier, qui ont des niveaux variables. Enfin bon, je rentrerai pas dans ce sujet-là. En revanche, je crois que un des principaux problèmes qu'on rencontre, c'est la question du lien entre les élus et les citoyens. Les citoyens ne se sentent pas aujourd'hui représentés par
par les gens qui sont censés les représenter. Donc c'est une forme de paradoxe. Il y a eu aussi sans doute une façon de faire de la politique qui ne correspond pas aux attentes des gens d'aujourd'hui. Moi je vois, quand j'ai été élue députée, j'étais la plus jeune députée socialiste de mon groupe. J'ai été élue à 34 ans et sans doute que j'avais une vision qui était sensiblement différente d'élus plus expérimentés que moi dans ce type de mandat-là, et on n'a pas la même façon ni de parler aux gens, ni de s'adresser à eux, ni peut-être de concevoir non plus la vie politique. Et je crois aussi qu'il y a une forme de déception de la part des citoyens qui ont le sentiment qu'on les baratine, enfin pardon de dire ça comme ça, mais qu'il y a une forme d'absence de résultats par rapport à ce qui leur a été vendu. Et moi je crois qu'il faut renouer avec une vie politique qui soit plus proche des gens, qui les représente, qui soit en échange avec eux quotidiennement, et où l'engagement il veut dire quelque chose, il signifie quelque chose. Quand moi je sais que je suis extrêmement attachée, quand je prends un engagement, quand je dis quelque chose, à essayer de m'y tenir au maximum. C'est parfois pas toujours possible, et donc dans ces cas-là, il faut être en capacité d'expliquer pourquoi est-ce que ça n'a pas été possible. Je crois que c'est important, cette forme de probité. Ouais. Après, sur la question du niveau, oui, peut-être le débat peut se poser. Moi, j'ai pas trop de sujets là-dessus, mais il y a quand même aussi beaucoup à la fois beaucoup d'exigences, et on en parlait tout à l'heure, beaucoup d'intransigeance vis-à-vis des élus, et ça aussi, ça doit peut-être nous interroger. Alors, c'est assez juste. Je pense qu'en plus, il y a des élus de terrain qui sont formidables, les maires qui sont formidables, qui ne voudront plus être maires bientôt. Il y a quand même un niveau au plus haut sommet, alors peut-être parce qu'il fallait un renouvellement, mais quand on voit par exemple LR, et j'avais voté Macron, et législative aussi, et je dois dire que ce qui est arrivé à l'Assemblée nationale, dans un nouveau lot de députés, était assez terrifiant. On en a vu beaucoup, ils n'avaient aucune expérience de rien, c'était compliqué. Bon. Ensuite de ça, il y a, et ça je me suis déjà à l'antenne fait tacler là-dessus, je suis assez d'accord lorsqu'il y a des gens qui osent dire que les politiques à très haut niveau, je parle d'un ministre, d'un député, etc., sont pas assez payés. Évidemment que les gens qui ont des salaires qui sont des salaires plein de salaires de 2000 €, etc., qui trouvent que en avoir 5, c'est formidable. Mais je suis désolée, il y a des chefs d'entreprise, etc., on gagne sa vie. Il y a des niveaux de responsabilité. C'est normal qu'ils soient très bien payés en politique aussi. Et peut-être qu'il y a eu des dérives aussi lorsqu'ils ont essayé de récupérer partout. De pas se faire acheter, parce que c'est un terme terrible, mais je veux dire, il peut y avoir un intéressement des politiques qui est absolument dommageable et navrant. Donc ça, c'est vrai. Et la politique doit être qualifiée à tous les niveaux, sur le fond, sur la formation. Il faut des gens qu'on admire beaucoup. On a eu une qualité de classe politique il y a encore 15 ans qui n'a plus rien à voir. Bon, on pense qu'on veut de Balladur, c'était un bon niveau. C'est d'IRCAB, etc. Les gens qui entouraient, c'était des bons niveaux. Est-ce qu'il ne veut pas dire qu'il faut avoir les normes? Vous avez évoqué vous-même Édith Cresson. Je voudrais réagir à tout cela par rapport et répondre à votre question. Est-ce que ceux d'aujourd'hui sont pires que ceux d'hier? Relisez. Ça veut dire quoi? C'était un peu la question. C'était la question. Moi, je réponds à la question. Et on n'a pas le temps de rentrer dans le détail. L'idée, c'est de dire est-ce qu'ils sont moins bien qu'aujourd'hui qu'hier. Moins talentueux. Attendez. Laissez-moi répondre. Laissez-moi formuler moi-même ma réponse. Non, mais laissez-moi formuler ma réponse, Sophie. Relisez Jean Garrigue, qui est un professeur, un historien bien connu. Relisez un certain nombre d'ouvrages. À travers les temps, on a eu des gens qui étaient très mauvais, on a eu de grands scandales, il a fait quelque chose sur les histoires de coucherie à l'Élysée, enfin tous ces trucs. Il y a toujours eu cela, et on a le sentiment qu'aujourd'hui c'est toujours plus mauvais. Je crois qu'il y a deux phénomènes qui jouent. Oui, il y a le phénomène de recrutement du personnel politique. C'est vrai que lorsqu'on voit la charge de travail, lorsqu'on voit le risque, y compris le risque pénal qui pèse sur l'homme politique, avec un risque pour nos politiques publiques. Pourquoi est-ce que cette histoire au démarrage sur vaccin, pas vaccin, qu'est-ce qu'on fait, que ce soit Macron, peu importe, ça aurait été un autre, quel que soit le gouvernement, il aurait beaucoup hésité, parce qu'aujourd'hui, le principe de précaution fait qu'on a peur de terminer devant un cour de justice de la République. Donc, il y a un problème de recrutement, c'est la première chose. Il y a un deuxième sujet qui est pour moi essentiel là-dessus,
là-dessus, c'est que malheureusement, par rapport à une période ancienne, l'État n'a plus la force de frappe qu'il avait par le passé. Bien sûr, il y a des règles qui nous dépassent, mais aussi il y a surtout sa marge de manœuvre. Et par exemple, quand on va voir un élu, quand on demande à un élu des choses, eh bien, on s'attend à ce qu'il y ait exécution, mais derrière, vous voyez un peu le budget de l'État en matière de politique sociale, tout ça. Et je dis bien, on va faire c'est une réflexion transpartisane. C'est qu'on a un pouvoir d'action qui est moindre et qu'effectivement, il y a une forme de déception. On peut le comprendre, mais il faut aussi demander aux gens, poser la question aux gens de ce qu'ils veulent véritablement. On peut faire un État plus fort et plus réactif, mais c'est un sujet de société que nous devons avoir. Il ne faut pas confondre État et administration d'abord. Non, mais on parle de l'État. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que, en vérité, je crois que les Français aiment leurs responsables politiques. Ce que les Français n'aiment pas, c'est le traitement médiatique qui est réservé aux hommes politiques. Mais si, je suis désolée de le dire. Mais qu'est-ce que vous voulez dire ? Attendez, mais qu'est-ce que vous voulez dire par le traitement médiatique ? Les gens, sur le terrain, quand on les rencontre, ils aiment discuter avec nous. Oui. Ils aiment qu'on agisse pour eux. Oui. Et ils attendent qu'on agisse pour eux. Et ils ne nous montrent aucune méfiance. Et on est accueillis, même si parfois on peut avoir des idées politiques différentes, on est toujours accueillis. En revanche, aujourd'hui, il y a des permanences qui sont saccagées, il y a des élus qui sont je pense qu'il y a une violence qui dépasse. Regardez, il y a 30 ans, prenez un exemple, il y a 30 ans, il n'y avait pas de vigile devant les pharmacies. Maintenant, les pharmaciens, on arrive à mettre des... C'est encore plus global. Mais non, mais c'est toute l'élite qui anxiogène et de méfiance à l'égard des élus. Des élites peut-être. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que les gens viennent nous voir. Et donc, non mais vous dites ça parce que vous n'êtes pas élu de terrain. Moi, je le vois tous les jours. Je le vois tous les jours. Je le vois dans la campagne. Quand on va les voir, ils nous rendent effectivement les attentes qu'ils ont. Lorsqu'on n'est pas élu de terrain, quand on est leader d'opinion, le fait d'être chez vous, les gens nous croisent dans la rue, ils nous disent ça nous intéresse. Continuez à vous battre pour nous. En revanche, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une véritable défiance à l'égard des élites plus généralement. Quand je prenais cet exemple en disant qu'avant, jamais vous n'auriez vu des vigiles devant une pharmacie. Les tribunaux, vous rentriez dans les tribunaux comme on entre dans un moulin. Mais la violence est globale. Elle est plus globale. Elle est globale. Je veux dire, moi je prends de temps en temps l'avion. Prendre l'avion aujourd'hui, c'est la croix et la bannière. Alors que j'ai connu il y a 40 ans une époque où j'allais sur la piste d'atterrissage en n'étant pas passager. Je voudrais juste rajouter quelque chose pour étayer ce que j'ai dit. Par rapport au cumul des mandats, vous savez, toute la discussion qu'on avait eue sur le fait qu'on pouvait plus être député et maire. Quand vous posiez la question d'une manière complètement déconnectée, de manière très globale, vraisemblablement les Français ne voulaient plus de ce cumul député-maire. En revanche, quand vous allez voir les Français dans la commune concernée où vous aviez un maire qui était député, ils voulaient garder leur député qui était en même temps maire. Donc ça prouve bien que la proximité, c'est fini. Le cumul des mandats est lié, et je suis d'accord sur la rémunération. S'il y avait un vrai problème dans c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les quatre. On revient mardi prochain. Vous revenez mardi prochain. Absolument, on aura le temps évidemment de réévoquer tous ces sujets avec vous. À tout de suite, non pas tout de suite, c'est André Berkoff et nous on se retrouve demain sur Sud Radio. Merci.